Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, donc merci tout d'abord de cette invitation, merci aux organisateurs du cycle de conférence. Je tiens à remercier Barbara Tirone qui a pris contact avec moi et qui est au Valais pour son enseignement la semaine ENAC. Le titre, le thème, je veux dire, de cette série de conférences Materia m'a particulièrement plu, c'est aussi pour ça que j'ai accepté avec enthousiasme, dans la mesure où au laboratoire on travaille entre le lien profond entre la matérialité et la pratique, l'enseignement et la recherche en projet de sauvegarde, que l'on a développé maintenant depuis une petite dizaine d'années, que le laboratoire existe à l'EPF-L. Il n'existe pas de laboratoire équivalent à l'EPF-Z, pour qui l'existant n'est visiblement pas le lieu du projet. Et j'en profite aussi pour remercier les collaborateurs Julia Valino et Yvan Delmonte qui s'engagent fortement dans ce laboratoire pour le développer. Je précise tout de suite que toutes les images que je montrerai ce soir des bâtiments sont toutes des images de bâtiments ayant fait ou faisant l'objet d'une étude ou d'une recherche dans le cadre du laboratoire. Ça, c'est assez important. Il n'y aura rien d'étranger. On aura mis nos mains sur toutes les images et tous les bâtiments que vous verrez. Ça marche. Alors, l'existant, vous le savez, c'est le lieu de l'exercice du métier de l'architecte en ce début de XXIe siècle. Ce n'est plus à démontrer. Si les architectes hésitent encore, demandez aux industriels. Eux, ça fait longtemps qu'ils le savent. Ceci est vrai tant quantitativement, parce que la masse se situe là, que qualitativement au niveau du projet. Alors, j'interviens, quand je dis projet dans l'existant, j'interviens, je mets de côté, j'écarte les interventions qui détruisent l'existant avec du neuf. Donc, travailler dans l'existant, c'est pas arriver et, éclater ce qui existe avec du neuf, avec sa propre œuvre. C'est, je pense ici plutôt à l'entretien raffiné, qui est la meilleure des conservations possibles, la réparation, la consolidation, la remise en état, la restauration, l'adaptation, le prolongement, le fameux Weiterbauen si cher à nos amis suisses-allemands. Partant de la constatation, qui est une évidence, mais qui a quand même un petit peu peine à passer, que pour travailler, pour intervenir dans l'existant, il faut bien le connaître en détail, et notamment sa matérialité. C'est là-dessus qu'on a fondé toute cette série de recherches dont je vais vous parler, car en fin de compte, c'est la matière qui construit toutes les qualités de l'architecture. Lorsqu'on parle d'espace, l'espace sans matière, ça n'existe pas. La polychromie, n'en parlons pas. Même le confort, qui est une matière, je dirais, qui ne se voit pas, est véhiculé par de la matérialité. Le XXe siècle, comme vous le savez, c'est le siècle de l'accélération de la production des matériaux, notamment des matériaux de synthèse. Et donc, c'est un lieu de connaissance extrêmement important et assez pointu. Je pense par exemple, si on prend comme ça un matériau au hasard, le verre, si vous pensez au verre du début du siècle, donc le XXe, qui étaient des verres étirés, ensuite on a vu des pavés de verre, le verre structurel, donc d'abord armé, puis trempé, puis feuilleté, les verres opaques, les verres translucides, les thermolux, les verres isolants, les thermopanes, donc il y a eu une évolution de ce matériau-là, jusqu'à en faire un matériau isolant, donc c'est tout le contraire de ce qu'il était au départ. C'est un matériau avec lequel qui s'est transformé puissamment tout au long du XXe siècle. Et ce qui est vrai pour le verre l'est pour beaucoup de matériaux. Donc la connaissance fine des matériaux, de la matérialité, est absolument indispensable. Connaissance de la matérialité, mais aussi connaissance de la culture, les cultures constructives, les notions culturelles qu'il faut bien connaître. Par exemple, aujourd'hui, on retourne au lourd, donc on est parti au début du XXe du lourd, de la pierre. On est allé vers la légèreté,
Pensez à la question que posait Buckminster Fuller à tout jeune architecte qui venait le voir pour lui demander si son bâtiment était intéressant. Il lui disait combien pèse votre bâtiment. C'était vraiment... Il y a eu à un moment donné des notions comme ça qui ont été des notions clés pour produire et comprendre l'architecture, notions éminemment culturelles. Il faut rappeler aussi que la construction, c'est pas simplement de l'exécution au XXe siècle, c'est un lieu d'expérimentation. Pensez aux personnages comme Pierre Jeanneret, aux personnages comme les frères Perret, dans la première moitié du XXe, ou alors des architectes comme Fritz Haller ou Angelo Mangialotti, qui vraiment ont expérimenté la technique, l'architecture, les matériaux, et par là même le langage architectural. Cette connaissance donc, que nous avons appelée histoire matérielle du bâti se complète par le diagnostic du bâtiment avant de commencer un quelconque projet et forme le substrat même du projet dans l'existence. C'est-à-dire ça, c'est très très important de le comprendre. Un projet ne naît pas dans l'esprit ou dans le ventre d'un architecte, il naît dans le bâtiment sur lequel on va travailler. Et c'est à partir de là que l'on travaille. Petit aparté aussi, préambule, le projet dans l'existant, c'est très très différent du projet du neuf. Très 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 différent. Donc dans le neuf, on a un programme, on a un maître d'ouvrage, et puis on réalise un projet, et puis à la fin, on a une exécution. Dans le projet dans l'existant, c'est tout le contraire. La chaîne s'inverse. On commence par avoir un projet, un bâtiment existant qu'il faut analyser. Il faut en dégager un projet, et souvent il faut trouver le maître de l'ouvrage qui veuille bien le réaliser. Ce que je tenais aussi à dire, c'est que le projet dans l'existant, ça s'enseigne. Ça s'enseigne, et c'est ce que l'on fait depuis une petite dizaine d'années, donc c'est le binôme matérialité et existant. Lorsqu'on a été invité à Lausanne au tout départ, on a commencé par travailler sur les salles de gym de la rue du Stand, qui sont un bâtiment que vous connaissez très probablement, d'une grande finesse, fait par cet architecte ingénieur, qui lui a alors fait la part belle aussi aux matériaux, hein. Donc on a des profilés d'aluminium, une structure en acier, des remplissages en briques, du verre Thermolux, du verre teinté, enfin c'est vraiment la fête aux matériaux, à tel point qu'il a été publié peu après sa réalisation aux États-Unis, ce qui n'est quand même pas donné à toutes les réalisations genevoises. Donc ça s'enseigne, on part de l'existant, on le démonte, on l'analyse, on décompose le bâtiment, et c'est ce que l'on fait systématiquement et régulièrement avec nos étudiants lorsqu'on travaille sur un objet d'analyse. Avec l'enseignement, il y a la question de l'expertise, de la recherche, l'expertise, le début de la recherche. Donc c'est le binôme matérialité et expertise. Et un des premiers objets sur lequel on a travaillé, d'ailleurs je pense que c'était sur conseil de Bernard, c'est le stade de Lausanne. C'est assez curieux d'ailleurs parce que le bâtiment ils ont été mal situés, parce que le projet de développement de la ville prévoyait sa destruction, et à un moment donné il a fallu établir la valeur de ce bâtiment-là, c'est-à-dire qu'on s'est dit tiens mais au fait qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? À part être un stade de foot, le Lausanne Sport que tout le monde connaît. Et nous qui ne sommes pas trop foot, on s'est mis à analyser ce bâtiment sous tous ses angles, et on a découvert une pure merveille, une architecture paramétrique, c'est-à-dire toute l'architecture du stade, dont vous voyez la forme, donc il n'y a strictement rien de droit pour les amateurs d'architecture courbe, et aujourd'hui il y en a plutôt beaucoup. Tout le stade est calculé et mis en forme en fonction de la ligne de vue qui est la perpendiculaire aux épaules du spectateur et de sa situation. Donc le stade est parfaitement court. Et toutes les pièces en béton sont toutes gauches, elles sont tridimensionnellement gauches.
Et c'est un bâtiment qui est assez extraordinaire en soi. Il a d'ailleurs beaucoup plu à, comment s'appelle-t-il, Haïlé Sélassié, qui a demandé la réplique à Addis Abeba, donc il existe encore, il y a son double quelque part par là-bas. Mais bon, ce monument, parce qu'on peut l'appeler comme ça, qui est le dernier stade qui reste des Jeux Olympiques des années 50 en Suisse, tous les autres ont été transfigurés, etc. Ce stade va laisser la place à un écoquartier, et c'est comme ça. C'est le développement de la ville qui est quand même plus fort que beaucoup d'autres choses. C'est pas très développement durable, parce que quand même il y a quelques tonnes de béton, donc il va falloir débarrasser. Mais enfin bon, c'est comme ça. Mais c'est là où on a mis au point beaucoup des aspects méthodologiques qui nous servent par la suite à déterminer la valeur d'un bâtiment, la valeur patrimoniale d'un bâtiment, ce qui est absolument indispensable dans les travaux de sauvegarde. Déterminer la valeur d'un bâtiment ou d'une série de bâtiments, donc c'est aussi ce que l'on a fait lorsqu'on a étudié l'œuvre de Georges Ador, donc son œuvre au complet. Donc c'est la question de l'inventaire. Les inventaires existent, mais en général ils ne remontent pas jusqu'à notre époque, quoi. Il y a des trous de 30, 40 ans, tout simplement parce qu'on a beaucoup de mal à établir la valeur de bâtiments qui nous sont proches, on n'a pas les moyens critiques, on n'a pas le recul. On est trop dans l'actualité. Et pourtant, comme les cycles de transformation des bâtiments s'accélèrent, il nous faut quand même apprendre à donner la valeur des bâtiments assez rapidement. J'en profite aussi pour spécifier que nous n'utilisons pas l'histoire des historiens, mais l'histoire des architectes. C'est-à-dire que l'histoire des historiens sert à comprendre les systèmes constructifs, l'importance des bâtiments dans l'œuvre d'un architecte, leur emplacement dans une ville, donc tout ça est très important. Mais l'histoire que nous utilisons, nous, c'est l'histoire matérielle du bâti, qui est l'histoire des architectes qui vont travailler sur les bâtiments, c'est-à-dire qu'il y a une notion totalement opératoire. Nous intéresse l'histoire qui nous sert à faire du projet. C'est essentiellement ça. Et c'est pas tout à fait la même chose que celle dont se servent les historiens de l'art, qui en général ne se lancent pas dans le projet par la suite. Magnifique photo de Claudio Maglini, qui a fait donc le reportage pour l'ensemble des œuvres de Georges Ador, Tavaro, l'intérieur. Mais aussi, on a eu l'occasion de travailler, d'approfondir certains bâtiments comme l'hôtel de l'Ancre, l'hôtel intercontinental, Budé, l'hôtel de l'Ancre, où les architectes mettent au point la fameuse fenêtre caisson, que nous connaissons bien à Genève, qui en fait a toute une histoire, quoi. Elle naît dans les pays scandinaves, le froid. Ensuite, elle se déplace, elle vient sur l'industrie horlogère dans le Jura suisse. Et puis là, elle commence à descendre dans les villes. Donc c'est une belle histoire de fenêtre, d'où d'ailleurs sa qualité, hein, et ses qualités et ses performances thermiques, par exemple. Cette œuvre d'Ador très rigoureuse, qui fait qu'il applique à l'hôtel de l'Ancre, qui est un programme très social, pour ceux qui le connaissent, il applique exactement la même fenêtre à l'hôtel intercontinental, qui lui abrite autre chose que des personnes en réinsertion sociale, et qui fait l'image de marque d'une partie de cette zone internationale que nous avons à Genève. Et puis Budé, avec ce rapport très strict entre le visage d'un quartier, la définition d'un vide, d'un parc, et puis la possibilité à l'intérieur d'aménager les appartements un peu comme on le souhaite. Tout ça est magnifiquement réglé. Aujourd'hui, la question se pose des performances thermiques de ces façades, et il va falloir trouver la bonne solution si ce n'est déjà fait. Budé, donc les grands ensembles, grands petits ensembles, on est quand même en Suisse, quoi. De Budé, on peut passer au Lignon sur cette thématique et sur la question de l'architecture banale, ordinaire. Alors bon, elle n'est pas très banale ni très ordinaire, le Lignon c'est quand même
quelque chose de très grande qualité, qui fait l'objet d'ailleurs d'un plan de site, dont la qualité est reconnue. Mais si entre nous c'est tout à fait acquis, ça ne l'est pas de manière générale pour l'ensemble d'un public. Le Lignon traîne encore quelques stigmates de quartiers à problème et sans qualité architecturale, ce qui est évidemment assez faux, sur lequel nous avons travaillé. Donc je ne vais pas m'attarder sur cette recherche parce que je pense qu'elle est plus ou moins connue, quoi. En tout cas, bon, non. Ouais. Bref, très rapidement, travaillant sur Georges Ador, au Lignon, en cours de plan de site, donc en cours le plan de site était en cours d'adoption, se passent des choses un petit peu respectueuses pour le patrimoine. Concrètement, le changement des fenêtres par des fenêtres en plastique. Le plastique, c'est formidable, ça coûte pas cher, c'est isolant, enfin, ça a plein de qualités. Sauf que voilà, les fenêtres caissons ont quand même une certaine qualité. C'est quand même la Rolls-Royce de la fenêtre, hein. C'est du bois aluminium avec deux verres, les stores intérieurs. Donc tout ça, on considère que c'est une perte patrimoniale importante et on nous demande de résoudre la question. Ce qui n'est pas évidemment tout à fait simple parce que donc il ne s'agissait que des fenêtres. Ce qui n'est pas simple parce que on estime que sur un bâtiment comme ça, il faut donner une réponse qui soit à l'échelle du bâtiment, c'est-à-dire sur l'ensemble du mur rideau. On a 125 000 m² de mur rideau, donc on ne peut quand même pas se concentrer sur une fenêtre. Il faut attaquer le problème de front et on propose de faire une étude patrimoniale avec 3 mandants, donc la conservation du canton de Genève, les propriétaires, le comité central du Lignon, et puis le service de l'énergie, qui évidemment est passionné par cette question-là, étant donné que le bâtiment est qualifié de monstre énergétique, enfin on a entendu toutes les bêtises possibles et imaginables. Et donc on procède à une étude, bon, tout d'abord un diagnostic, il faut savoir dans quel état est le bâtiment. Ça ne sert à rien de protéger des bâtiments qui sont totalement en fin de vie, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc il faut s'assurer de la bonne tenue du bâtiment, et ensuite, donc ça passe par une étude historique, par des diagnostics de tout type, par des démontages de bouts de façade, par du redessin, un relevé totalement indispensable, hein, fait par nous-mêmes, hein, par les architectes, quoi. Il ne faut pas déléguer le relevé à une boîte qui fait du relevé, parce que comme ça vous apprenez strictement rien du tout, quoi. Il faut le faire vous-même, quoi. Et puis le projet, qui était non pas un projet, mais tous les projets possibles, allant de la maintenance à la remise en état, la rénovation ou la façade neuve, qui a permis très rapidement à l'ensemble des gens qui travaillaient sur ce projet de prendre des décisions, d'éliminer des variantes, comme par exemple la maintenance, parce qu'au niveau énergétique, elle était totalement insatisfaisante, ou alors la façade neuve, parce qu'elle coûtait beaucoup trop cher pour ce qu'elle amenait en termes énergétiques. Donc c'était assez probant. On a vu que la bonne solution, elle se situe quelque part au centre, c'est-à-dire entre la remise en état et la rénovation. C'est là où le patrimoine, l'énergie et l'économie se rejoignent, quoi. C'est là où on est le plus performant sur les trois domaines. Et c'est donc ensuite, l'étude aurait pu en rester là, mais on a demandé à faire des prototypes, donc c'est ce qui a été fait. Je le dis parce que je vous parle là d'une recherche. Donc on fait de la recherche, mais c'est appliqué. Vous verrez que c'est assez appliqué. Alors, quelquefois, on a un petit peu de mal à le faire comprendre, parce qu'on nous dit, oui, mais bon, vous faites du projet d'architecture. Non, on fait des prototypes, on fait des essais, parce que si les physiciens, eux, trafiquent dans leur laboratoire, ou les biologistes, nous, notre laboratoire, c'est la ville. Donc, il faut qu'on puisse intervenir sur des bâtiments, par le prototype, pour pouvoir toucher, si vous voulez, les résultats, toucher le processus, tester la faisabilité, tester ensuite le comportement énergétique. Il n'y a que le prototype. Et puis quand vous avez 125 000 m² de façade, il faut quand même mieux faire un prototype, parce que si vous vous plantez,
ça peut quand même être assez lourd de conséquences. Donc on a fait 2 prototypes, prototype remise en état, prototype rénovation. Donc vous voyez, on fait de la recherche appliquée, mais ça va vraiment quelquefois dans le détail le plus, je dirais, précis. Et par la suite, on a aussi fait des compléments, parce que tout n'est pas mur, rideau ou lignon. Et on a établi un cahier des charges qui permet donc maintenant aux propriétaires qui veulent faire des travaux, en respectant ce cahier des charges, de commencer les travaux sans déposer d'autorisation de construire. C'est des mesures incitatives, parce que le bâtiment a de toute façon besoin d'être rénové. Il y a aussi quelques subventions à la clé, étant donné que le résultat de notre étude a prouvé que le bâtiment pouvait être isolé, pouvait respecter les normes thermiques suisses, confédérales, et de la Confédération et cantonale, ce qui est assez remarquable, en utilisant les produits et les détails que l'on a mis au point. Donc ça c'est la coursive, Alors effectivement, vous l'avez dit, on a été très heureux de recevoir un prix européen. Pour des Suisses, c'est pas mal. Donc ils nous ont donné le prix, mais pas l'argent qui allait avec, parce qu'on était Suisses, quoi. Mais enfin, c'est la première fois que l'Europe primait un projet des années 50, d'après la Deuxième Guerre mondiale. Donc ils ont fait eux-mêmes aussi un saut de conscience par rapport au patrimoine, qui effectivement vient à chaque fois plus près de nous. Et puis il y a eu aussi le prix SIA Regard, qui est un prix assez intéressant, qui prime les projets novateurs. Alors je cite, parce que ça fait du bien à l'ego, les objets qui, dans leur confrontation exemplaire avec le contexte ou une créativité inédite, les hissent au rang de pionniers pour les évolutions à venir. C'est joli. Voilà. Non, enfin, c'est-à-dire que ce n'est pas des projets, si vous voulez, d'architecture sur un objet, mais qui ont une vision un peu plus ample, qui entraînent les acteurs un peu plus nombreux, et qui, théoriquement, effectivement, ont une vision d'avenir. Alors, voilà, le lignon, il faut que j'aille vite. On aurait pu en rester là, mais on est inquiet, on est des inquiets, donc on s'est vu assez rapidement reprocher plusieurs choses. À l'étranger, le fait que c'est en Suisse, et que donc en Suisse on a beaucoup d'argent, donc on peut faire beaucoup de choses, qui est une manière d'écarter la recherche. Et puis deuxièmement, on a eu pas mal de critiques sur le fait que le lignon était déjà thermiquement plutôt favorable, ce qui est tout à fait vrai, vu qu'il y a un mur rideau qui passe devant l'ossature en béton, quoi, donc on n'a pas de pont froid. Et on a essayé d'élargir la méthode, donc on a fait un lignon bis, si vous voulez, parce que ce que vous avez sous les yeux, les avant-chais, au début de notre recherche, on n'était pas persuadé que ce soit d'une qualité architecturale débordante. Vous savez, quand on regarde de plus près, c'est vraiment pas si mal que ça. Donc il faut se méfier des a priorités. Les a priori, c'est pas si mal que ça. Donc on a analysé Meyrin, la cité de Meyrin, Karl Vogt, la cité des frères Honegger, le quai du Sauget, et puis les avant-chais, qui ont tous des caractéristiques constructives extrêmement différentes. Je vais pas m'attarder là-dessus. Meyrin, c'est un peu le lignon côté nuit, et puis les refends, et puis les dalles en béton qui sortent côté jour. Donc là, on a les ponts de froid. Les Honegger à Karl Vogt, c'est une construction à base de petits éléments préfabriqués en béton. Donc c'est assez mal isolé, pour ne pas dire pas isolé, quoi. Donc c'est un bâtiment extrêmement fragile du point de vue thermique, mais extrêmement intéressant du point de vue architectural. En tout cas, il l'est devenu. Parce que quand je suis arrivé il y a une trentaine d'années à Genève, les Honegger, ça passait pas vraiment pour de l'architecture de qualité, je peux vous le dire, quoi. Et puis le quai du Sauget, alors là c'est le royaume du pont thermique, parce qu'on a les refends, les dalles qui s'affichent,
qui lui donne toute sa qualité architecturale, son expression plastique, mais aussi toutes ses faiblesses au niveau des questions thermiques. Et puis les avant-chais, c'est du préfabriqué, c'est un système IGECO, et puis il y a d'isolation périphérique, et c'est revêtu avec de l'éternite colorée. Donc c'est déjà de l'isolation périphérique, c'est déjà les systèmes tels qu'on les emploie aujourd'hui. Donc on a passé tout ça à la moulinette de notre méthode, c'est-à-dire décomposition, relevé, diagnostic. On a fait les 4 projets systématiquement sur les 4 objets, donc maintenance, remise en état, rénovation, neuf. Alors pour le neuf, comme ces objets-là ne sont pas classés, on a pris le projet d'un collègue qui a fait un projet avec une isolation extérieure, périphérique, etc. Et puis on l'a appliqué au bâtiment. On a évalué les coûts de chaque opération et on a évalué les gains thermiques de chaque opération. Voilà. Donc ça c'est très rapidement ce qui est fait pour le quai du Sauget, donc avec les 4 variantes. Et là, vous avez à gauche le bâtiment aujourd'hui, puis à droite le bâtiment emballé. On a fait aussi quelques simulations, parce que ça vaut la peine de les faire. Et alors on s'est aperçu de quelque chose qui est assez édifiant. C'est que avec la remise en état ou la rénovation, on arrive à atteindre facilement 80 voire 90% de la norme. Et quand vous voulez atteindre le 100%, là, ça vous coûte 2 fois, voire 3 fois le prix. Vous voyez ? Je m'explique. Entre ça et ça, là, vous êtes à 80% de la norme. Vous isolez un petit peu à l'intérieur, vous changez les verres sans changer les châssis. Enfin, ponctuellement, on améliore, quoi. On arrive très vite, très loin. Par contre, quand on veut arriver à respecter la norme, là, c'est l'isolation périphérique, c'est toute une série de travaux, c'est une façade neuve en fait, tout simplement, devant. Et donc ça coûte très 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 cher. Donc ça c'est assez édifiant, parce que ça veut dire que on ne devrait pas appliquer les normes, on devrait laisser les bâtiments, si vous voulez, accepter les solutions les plus performantes. Vous voyez ce que je veux dire ? Soit on a de l'argent, et je pense qu'on n'en aura pas indéfiniment, soit il faudra répartir un peu équitablement les moyens pour rénover un parc beaucoup plus important. On ne va pas pouvoir faire des opérations exemplaires, parce qu'on va se trouver avec quelques opérations exemplaires, et le reste, on n'aura plus l'argent pour le faire. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ceci aurait dû être fait avant de faire les normes. Parce que ça nous aurait permis de mettre la barre au bon endroit, quoi. Donc d'atteindre les normes avec des opérations de remise en état ou de rénovation assez raisonnables, et pas de transformer littéralement le visage de la ville. Parce que en fin de compte, c'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si on applique la norme pure et dure, ça veut simplement dire que dans 30 ans, tous les bâtiments que vous regardez alentour de vous, tous, par cycli, parce que je vous expliquerai, ils seront tous comme ça. Donc on est en train de parler d'un phénomène qui est quand même pas anodin et dont on devrait quand même prendre conscience. On a fait la même opération évidemment avec le bâtiment du boulevard Karl Vogt, des frères Odecker. Ce qui nous amène à une autre considération, c'est matérialité et concours d'architecture. C'est-à-dire que ces bâtiments-là, après avoir échappé à une surélévation et un emballage classique, ont fait l'objet d'un concours avec une procédure qui a été extrêmement sélective, sérieuse, longue, exigeante, a abouti à un projet qui est respectueux de l'existant et qui, en tout cas, met en avant la qualité de l'architecture telle qu'elle se présente. Et ça m'amène à une considération concernant les concours, c'est que de la même manière que le projet dans l'existant a peu à voir avec le projet de neuf,
le concours dans l'existant doit être fait de manière complètement différente. Parce que c'est pas le bling-bling de l'image de synthèse qui va faire gagner le concours, quoi. Juger la meilleure solution lorsqu'on fait un concours dans l'existant, c'est passer par une multitude de variantes, c'est analyser le bâtiment sous son aspect thermique, de la matérialité. C'est très très long, ça demande d'autres experts, un autre œil. Surtout que la plupart du temps, les bons projets sont des projets silencieux, invisibles. Comment voulez-vous les gagner un concours avec quelque chose qui est invisible? C'est impossible, quoi. Donc il faut changer la manière d'analyser ce type de concours. Récemment, suite à une étude patrimoniale du laboratoire, il y a eu un concours pour le prix du bâtiment de l'UNIL à Lausanne, qui a été remporté par des architectes qui ont traité vraiment la chose en restauration pure. Pourtant, le bâtiment, c'est pas un monument, c'est un bâtiment modeste, il est intéressant quand on l'approfondit, mais c'est pas un monument. Mais en l'occurrence, le choix du travail du bureau lauréat a été de le traiter avec le plus grand respect, et donc il a été le moins cher, le plus performant thermiquement, le plus respectueux du bâtiment, et donc il a gagné le concours. Et le laboratoire intervient aussi en tant qu'expert, c'est-à-dire qu'on fait aussi des concours, mais nous-mêmes. On n'est pas simplement dans les jurys, on est aussi quelquefois dans les équipes qui participent au concours. Et on a aussi le plaisir de gagner des concours, comme la remise en état de la Tour Champagne à Bienne, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une espèce de mini gratte-ciel à Bienne, où le concours a été remporté selon nos prescriptions, quoi, qui étaient assez respectueuses de l'existant. C'était avec un architecte zurichois qui s'appelle Jörg Grasser. Matérialité et bâtiment exceptionnel. On a eu l'occasion d'avoir un mandat de la part de la Confédération de la FIPOA et puis de la conservation sur l'ensemble des organisations internationales, ce qui nous a permis d'analyser un patrimoine qui est formidable, mais qui n'est pas très connu et qui est dans une situation de déterritorialisation, ce qui fait qu'elle échappe un peu à toutes les règles, à toutes les normes, donc c'est ce qui explique peut-être le fait qu'on la connaît mal. Sauf que voilà, maintenant ces bâtiments commencent à avoir fait un cycle de vie, il faut les transformer, il faut s'en occuper en tout cas, et donc on a analysé ces bâtiments-là, notamment par exemple les façades. C'est un festival de façades modernes, l'une plus performante, plus intéressante que l'autre. Vous avez ici celle de l'UIT en acier. Plutôt en aluminium plié. Celle du BIT. Alors il faut dire que toutes ces organisations-là sont des organisations qui se voulaient modernes, mais au top de la modernité, parce que je vous rappelle que la zone internationale, donc dans la première partie du XXe siècle, c'est ce scandale énorme de la construction de ce mammouth académique qu'on appelle l'ONU, avec tout l'encre que ça a fait couler, quoi. Je veux dire, aujourd'hui on n'en a plus honte, mais ça a mis quand même un certain temps. Et c'est un bâtiment dont on a voulu un petit peu effacer le côté, rétrograde. Et c'est vrai que les bâtiments par la suite se sont voulus plus que modernes. Le BIT, donc, avec ses panneaux en alcaste, qui est un matériau absolument, c'est un fond d'aluminium, matériau merveilleux, donc mis au point par les Japonais dans les années 60, choisi par les architectes. Donc là-dedans, il y a Kamenzin, Baudouin et puis Neheville, l'ingénieur, qui font le voyage au Japon, qui retiennent le matériau. Et le matériau, vous le savez peut-être, hein, je ne le savais pas, mais on a découvert que c'est un don du Japon. Donc le Japon a donné le matériau qui a été fabriqué, les éléments ont été fabriqués au Japon, transportés en bateau, et donc montés sur place par l'entreprise scolaire.
Alors voilà, donc ces panneaux, enfin ces éléments devaient être mis à la poubelle et remplacés par des éléments neufs, alors je ne sais pas quoi. Et en fait, petit à petit, on a réussi à convaincre de la qualité de ce genre d'éléments, et puis aussi à les laisser en place, pas les démonter, les remonter, mais les laisser là où ils sont. C'est la solution qui était probablement la plus économique. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça s'est fait comme ça. Et l'Organisation mondiale de la santé, donc de Tchoumi, suite à Nestlé, donc magnifique bâtiment, dont il suffirait de changer les verres pour atteindre les performances énergétiques nécessaires, sans aller plus loin. C'est déjà d'une qualité extraordinaire avec ses brise-soleil en aluminium. Alors, du monumental territorialisé, si vous voulez, qui nous a occupé pendant un certain temps, qui nous occupe encore un peu, je passe au monumental pur et dur, donc à l'œuvre de Le Corbusier, sur laquelle nous avons eu l'occasion de travailler pendant ces dernières années. On y arrive un petit peu par hasard, mais on y reste parce que c'est quand même plus qu'intéressant. Surtout que la matérialité des bâtiments n'est pas forcément ce qui est le plus connu. On connaît beaucoup de choses de Le Corbusier. C'est un architecte sur lequel on a écrit des centaines et des centaines de livres. Mais on est toujours étonné parce qu'on peut toujours continuer à découvrir des choses. En tout cas, quand on passe par le relevé et l'étude minutieuse de la matérialité, on est étonné de la quantité de choses que l'on peut continuer à découvrir, tout en participant activement à la connaissance et voire aux opérations de restauration qui se déroulent sur ces bâtiments. Donc l'usine Duval, qui est une usine qui est pratiquement dans son état, qui est encore une usine, qui est un bâtiment absolument formidable. Pessac, qui là décline la matérialité à l'échelle du chantier. Donc il y a la question de la polychromie urbaine, mais il y a aussi la question des jardins, par exemple, comment fait-on pour restaurer des jardins, et puis il y a la question de la vie de cette cité qui est passée par des stades extrêmement différent, qui a été à un moment donné totalement juste méconnaissable, et qui maintenant revient petit à petit à son image d'origine. Ce sont les habitants eux-mêmes, d'ailleurs, il faut le dire, qui sont pris de passion, qui achètent les maisons et qui le corbusianisent. C'est assez intéressant comme phénomène. C'est pas les monuments ici, en l'occurrence. Voilà, donc nous on y est allés, on a essayé de comprendre comment c'était construit. Il y en a quelques-unes en ruine, donc c'est toujours une belle occasion pour faire des relevés vraiment et aller jusqu'au fond des choses. Le cabanon. Donc là, on est dans le précaire, on est dans le bois. Le cabanon, c'est un espèce d'intérieur qui est plugué comme ça à l'étoile de mer, hein, qui est une guinguette, quoi. Il faut aller sur place une fois pour voir. Donc il est revêtu tôle ondulée, il y a des dosses de bois qui le protègent un petit peu, mais enfin là la question c'est comment prolonger, si vous voulez, quelque chose qui est fait pour être en fait provisoire et qui devient à un moment donné un des objets monumentaux les plus importants à conserver dans cette région-là. Donc comment on fait? Les unités d'habitation, passionnant aussi parce que on a l'impression que les bâtiments sont des répliques les uns des autres. On voit toujours les unités de loin, donc on se dit c'est la même chose. En fait, quand on s'approche, quand on relève, on voit que rien n'est pareil. Les systèmes constructifs sont tous différents, c'est ponctuel d'un côté, c'est du béton branché de l'autre, c'est du préfabriqué sur un troisième. Les typologies sont à chaque fois aussi complètement différentes, les mesures. Donc tout ça, c'est passionnant parce que ça relève aussi de conditions différentes, quoi. Ça, en fait, ça illustre parfaitement les principaux systèmes constructifs de la France d'après-guerre. Ronchamp, sur lequel on a travaillé tout récemment, avec ce béton projeté sur des structures en béton, mais qui étaient au début prévues en acier, donc cette espèce d'épaisseur mais qui est totalement creuse, hein, tout le mur sud, en fait c'est 3 fois rien, c'est 2 épaisseurs de 5 cm de béton projeté.
avec tous les problèmes pathologiques que ça entraîne, les retraits, les fissures, les choses comme ça. Mais beaucoup plus important à Bonchamp, le problème, pointé du doigt d'ailleurs par l'UNESCO, de la construction annexe, c'est-à-dire du couvent des Clarisses, et surtout de la porterie, qui fait que ce bâtiment qui était dans une nature sauvage, dans un lieu de pèlerinage qui existe depuis la préhistoire, ça devenait très 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 civilisé. Enfin, c'est devenu très 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 civilisé. Pour vous faire payer une entrée, il y a tout un parcours à faire qui n'a plus rien de naturel, et le contraste que l'architecte voulait entre l'architecture, la civilisation, si vous voulez, la rationalité, quoique à Bonchamp, ça danse, hein. Entre ce bâtiment-là et puis la nature, il voulait quelque chose, une confrontation brutale, quoi, hein. Pas une petite porterie avec un porche. Et donc voilà, ça, c'est la question sur laquelle les étudiants ont travaillé au premier semestre et qui était assez passionnante. Alors je passe sur les expertises pour lesquelles on agit aussi, comme la petite maison, dans lesquelles on côtoie quantité d'experts et ça discute, hein, et c'est vraiment des lieux passionnants parce que le projet, si vous voulez, produit du savoir, c'est-à-dire c'est un peu comme un laboratoire, et il ne faut pas croire qu'on applique des choses qui ont été décidées auparavant. Il y a beaucoup de recherche qui se fait dans les temps de projet, dans les temps de chantier, sur des projets comme ça, et ça c'est vraiment passionnant. Juste l'exemple de la poutre, vous voyez cette poutre sur laquelle repose la fruitière, qui est une adjonction ultérieure au projet initial. Alors on a poussé sur la question de l'authenticité, parce que c'est une œuvre unique, donc on a tenu, tout le monde tenait, à conserver un maximum de matière. Ça c'est une espèce de credo, parce que justement la matière contient tout le reste, toutes les autres valeurs de l'architecture. Alors la poutre, elle semblait en mauvais état, donc l'ingénieur s'est inquiété et il nous a dit non, ça va pas, il faut changer la poutre. Alors c'est formidable, aujourd'hui on a les mêmes poutres, même dimension, c'est génial. J'ouvre la porte, donc voilà, il a apporté la poutre. Et on a quand même été plus têtu que lui et on a demandé à ce que la vieille poutre, qui avait des endroits un petit peu fortement corrodés, soit juste inversée, c'est-à-dire que les endroits corrodés soient un petit peu mis à l'abri. Et puis elle a été zinguée, traitée, etc. Et donc on a réussi à avoir la poutre d'origine. Vous allez me dire, c'est vraiment beaucoup de discussions pour pas grand-chose. Il faut bien voir que dans ce genre de chantier, on est en train d'expérimenter des choses qui sont faites ensuite à large échelle. Ce sont des chantiers pilotes, et donc les décisions qui sont prises sont des décisions qui sont très importantes pour la suite du monde de la restauration du moderne, monumental ou moins monumental. L'appartement, alors là je vais très vite, donc ça a été une commande de la Fondation. Donc c'était une commande pour l'étude préliminaire à la restauration de l'appartement atelier, donc rue de Gesser-Écoli, qui est en train de... La restauration a lieu en ce moment. Mais le laboratoire, en particulier Giulia Malino, a fait une étude sur une étude patrimoniale, historique, mais aussi extrêmement détaillée sur l'état de l'appartement. Et parce que la question de fond, c'était aussi quel est l'état de référence, vers où on revient. Qu'est-ce qu'on fait quand on restaure, quel est le moment que l'on choisit, où l'on dit, bon, c'est à ce moment-là qu'il faut revenir. Vous voyez, parce que c'est une vraie question en restauration. Donc pour pouvoir déterminer ça, il faut connaître le bâtiment à la perfection. La réponse très souvent, c'est on revient à l'origine. Normal, non ? Bâtiment, on revient à l'origine, le bâtiment de 34 qui a été publié partout, que tout le monde connaît, c'est ça, hein, puriste. On vient à ce qui semble être la spatialité, entre guillemets, l'image la plus authentique. En fait, avec cet appartement atelier, on s'est aperçu que c'était non seulement impossible, mais que ça n'avait pas de sens. Parce que Le Corbusier a passé sa vie à transformer son propre appartement, pour des raisons liées à des tas de choses. La physique du bâtiment, l'éclairage trop puissant, c'est lui-même qui fait un projet, mais il se rend compte qu'il se trompe, donc après il modifie des choses. L'appartement n'est pas assez isolé, donc à un moment donné, il le recouvre
intérieurement avec du contreplaqué, donc tout d'un coup ça change complètement la perception de l'appartement. Mais il expérimente des choses, puis tout d'un coup il voit que ça lui plaît. Donc c'est des choses qu'il va développer dans d'autres projets, parce qu'en parallèle il fait des autres projets. Donc vous trouvez des éléments qu'il expérimente dans son appartement que vous allez trouver dans d'autres projets. Vous allez trouver des brise-soleil, vous allez trouver des tas de choses comme ça. Il n'arrête pas de travailler dans son appartement, dans la spatialité, dans la matérialité, et tout ça c'est en relation avec ces projets de neuf. Tout ça pour dire que c'est un véritable palimpseste, c'est-à-dire qu'il y a des strates et des strates et des strates, toutes dues à Le Corbusier. Donc pourquoi on en privilégierait une plutôt que l'autre? Donc à un moment donné, il y a un état de référence qui s'est déterminé, qui est celui qui est plutôt proche de sa mort, qui contient toutes les strates qui se sont accumulées au cours de la vie de ce bâtiment. Donc vous voyez, quoi, toute sa vie, en plus les œuvres d'art qui ont une importance énorme quoi, dans ses intérieurs, les siennes, mais celles des copains, hein, Lipschitz, Braque, Picasso, Calder. Juste pour la petite histoire, on avait beaucoup de documentation, mais peu datée. Donc à un moment donné, on s'est dit, mais on va dater les photos en fonction des peintures. Non, parce qu'on avait une spécialiste de la peinture, Danielle Poli, on s'est dit, elle connaît parfaitement la date. On a commencé à faire ça et on s'est aperçu que c'était impossible, parce qu'il changeait les tableaux de place tout le temps. C'est-à-dire que tous les 3 mois, il faisait des expositions chez lui, pour les autres, je veux dire, il changeait la peinture aussi. C'est quelque chose d'absolument incroyable, et donc on ne pouvait pas travailler comme ça. Par contre, ça nous a informés sur la manière dont lui-même vivait son intérieur. Au-delà des documents écrits, parce qu'il fait des confessions sur les questions des matériaux, de la canicule, de la chaleur qu'il passe, lui-même, parce que bon, là, il ne peut pas faire autrement. Il enjolive un peu, mais enfin, je veux dire, il y a une description très très précise des faiblesses constructives de ces bâtiments, voire des qualités aussi qui sont soulignées. Oui, les composants. Au début, la fenêtre, ça marche pas, mais c'est pas grave, la fenêtre est en acier, c'est un énorme coulissant, et tout ça c'est en verre simple, extrêmement fin. Et puis, ça ne résistera pas à la guerre, donc ça va rouiller, ça va éclater, donc il va falloir la refaire. Donc il va la refaire en bois. Donc en même temps qu'il fait Saint-Dié et Marseille, il demande à la même entreprise de lui faire chez lui la fenêtre en bois, dans laquelle il va expérimenter des éléments de polychromie, de verre polychrome, qu'il va ensuite développer dans certains projets. Il ne va pas y arriver à Marseille, mais par exemple à Ronchamp. Donc tout ça, c'est une recherche continue qui passe par son laboratoire, qui est sa propre maison. Et puis à un moment donné, le bois, ça pourrit. Donc à un moment donné, c'est fini, il va falloir le changer. Donc il va en faire une en aluminium, parce que l'acier, c'est fini. La rouille, pour lui, ce sera un traumatisme complet, donc ce sera là. Sauf qu'au lieu de le faire en aluminium extrudé, ce qui aurait été normal, il le fait en aluminium en le pliant comme si c'était de l'acier des années 30. C'est-à-dire que quelque part, il est extrêmement attaché à ce qu'il a produit et il veut le conserver. D'un autre côté, il veut utiliser des matériaux qui soient un peu plus, disons, durables, dans le sens primaire du terme, que ceux qu'il a utilisés. Bon, tout ça pour vous dire que voilà, qu'il y a des évolutions notables. L'édicule, alors l'édicule qui était assez exposé pour sortir dans son petit jardin, hein, il adorait son jardin, c'est une pièce assez ouverte, hein, c'est une pièce de plus, extrêmement soignée. Alors ça nous fait beaucoup rire parce que si vous lisez l'œuvre complète, il dit bon, ce sont les oiseaux qui ont amené des graines, puis tout a poussé comme ça. C'est faux, quoi, je veux dire. C'est lui qui s'en occupe, qui plante, qui fait. Il y tient, mais comme à la prunelle de ses yeux. Et l'édicule, pour y accéder, il a été refait au moins 5 fois, dans tous les matériaux possibles, imaginables. Et le dernier, d'ailleurs, c'est un retour à l'origine. Ouais, ce qui est un réflexe conditionné, mais qui n'est pas forcément le bon. La question de la muséographie aussi. C'est-à-dire comment on fait quand on travaille dans un appartement comme ça. Ok, il y a les enveloppes, il y a les intérieurs,
il y a les meubles, mais on l'a bien vu quand on travaille sur un intérieur comme ça, que sans les peintures, sans les objets, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc il faut trouver le bon projet, la bonne densité d'objets pour pouvoir faire revivre l'appartement, en quelque sorte. Et ça, c'est un vrai projet. C'est un projet extrêmement intéressant, avec les pavés de verre, Nevada, les objets réactions poétiques qu'il avait chez lui à peu près partout, et puis on s'est amusé, vous voyez, ça vous reconnaissez? C'est une brique Falconier, brique de verre Falconier, donc produite à Lyon, à la fin du 19e, qui est une brique qu'il conserve, parce qu'on voit que dès qu'il construit l'appartement, elle est déjà là, qui est la même brique que les frères Perret ont utilisée rue Franklin, je vous montrerai tout à l'heure, mais qui est l'ancêtre artisanal de la brique industrielle d'Evada, qu'il va piquer à Pierre Charot, à la Maison de Verre, et qu'il va employer en long et en large dans sa production. Donc vous voyez, la matérialité, c'est quelque chose, c'est passionnant, immense, bourré de culture, quoi, extrêmement significative. Voilà, donc ça c'est le bâtiment où est utilisé par les frères Perret la brique de verre. Donc vous le connaissez tous, c'est 25 bis rue Franklin, le premier bâtiment, soi-disant, de ossature béton armé à Paris. Le Corbusier va travailler au rez-de-chaussée chez les Perret de ce bâtiment-là, en 1910. Et ça, c'est la cage d'escalier dans laquelle il emploie la brique Nevada. Je suis en train d'étudier cette chose-là en ce moment parce qu'il y a des problèmes de détérioration assez importants. Alors il fera la Villa Chaube en 1916 avec ces mêmes briques, et ensuite il les gardera quelque part dans son appartement. Matérialité et je dirais expérimentation constructive. Donc en ce moment on travaille sur la buvette de la Source Cacha à Évian, projet de Novarina Architecte et construction de Jean Prouvé, qui est un bâtiment splendide. C'était le bâtiment que Prouvé lui-même préférait parmi les siens. Une espèce de machine à capter la lumière, donc il s'ouvre vers le nord et vers le lac, et la partie arrière est baignée dans le soleil sud, et se comprime entre les ardoises du sol et puis le bois recourbé de la toiture, en mettant en exergue la béquille, l'étoile à trois branches de la béquille, dont la statique est un peu mystérieuse. Il nous semble de la comprendre tous intuitivement, mais en fait, quand on vous demande d'expliquer vraiment comment ça marche, c'est un peu plus difficile. Et effectivement, c'est une machine extrêmement compliquée, délicate, et qu'il faut analyser, dont il faut faire le diagnostic et qu'il va falloir restaurer. Donc actuellement, elle est un petit peu sous-utilisée, pour dire ça comme ça. C'est quand même étonnant. Parce que quand vous pensez qu'il y a des villes qui font venir un architecte, genre Frank Gehry, quoi, pour leur faire un bâtiment pour relancer l'économie de la ville, et là ils ont le bâtiment, c'est quand même incroyable. Bon, enfin, espérons que tout ça va se décanter. Et Cycli. Donc Cycli, on y est dedans. Et on a eu le bonheur de travailler avec Yvan Delémontet à une étude patrimoniale, un petit peu dans l'urgence, en parallèle que devaient se faire les travaux d'adaptation en locaux publics. Hein. Donc Cycli, c'est, vous connaissez l'épopée de Cycli, secours immédiat contre l'incendie. C'est quelque chose qui naît en France, qui se développe un peu partout dans le monde, la succursale à Genève. Et le propriétaire, le directeur Rocha, décide de faire un bâtiment emblématique, hein, c'est l'époque de la corporate identity, pour produire et abriter les bureaux de cette entreprise. Donc il fait un bâtiment avec une image extrêmement forte dans cette zone industrielle. Il fait appel à un architecte, Hilbert, qui aura un rôle considérable dans le bâtiment. On dit toujours Heinz Hissler, qui est l'autre protagoniste, hein, qui est l'ingénieur,
Mais en fait, le plan est linéaire, quoi. Donc complètement. Qui est cette espèce de coque extrêmement fine, avec des formes souples, organiques, particulières parce qu'elle repose sur 7 pieds, sur 7 points. Donc c'est absolument pas symétrique comme Isler a l'habitude de les faire. Et qui évidemment a certaines qualités qui se voient tout de suite. On n'a pas besoin de trop les expliquer. Néanmoins, il a fallu les déterminer. C'est-à-dire qu'il a fallu d'un côté replacer le bâtiment dans l'histoire de l'ingénierie. Il ne suffisait pas de dire que c'était Isler, il fallait savoir aussi comparer à d'autres bâtiments de Isler, notamment celui de Deitingen, qui est un monument national, qui est une station-service dans le canton de Soleure. Et puis très vite, la comparaison peut s'établir à l'échelle mondiale, avec du Torroja, avec du Candela, c'est absolument évident. Et ça, il a fallu le faire de manière extrêmement scientifique et précise pour pouvoir lui donner la valeur exacte. Il y a aussi une valeur d'authenticité, comme vous l'avez vu, tout est plus ou moins dans son jus. Mais si on applique les normes à ce bâtiment-là, bien entendu, on n'aura plus tout à fait le même bâtiment. Il y a des bâtiments qui les supportent plus ou moins. Je dirais que Cycli, c'est le rejet complet. Hein, parce que des verres isolants, 30 ou 40 cm sur la toiture d'isolation, enfin, tout ça, ça nous change quand même passablement les profils et l'élégance du bâtiment. Et donc, le bâtiment méritait d'être proposé comme que l'on propose le classement comme monument historique, ce qui lui permet de passer aussi au niveau national, donc au niveau de la Confédération, et d'être plus en accord avec je dirais, la valeur qu'il a à l'échelle internationale. Voilà, donc je crois que dans pas longtemps, il va y avoir l'inauguration officielle, le 16 mai, du bâtiment. Et considérer que cette étude patrimoniale est un petit peu notre contribution, je dirais, non seulement à la sauvegarde, mais aussi à la volonté de rendre actif tout ce qui concerne les événements architecturaux, urbanistiques, artistiques et autres qui pourront s'y dérouler. Voilà, merci de votre attention.